La salle à manger embaumait le poulet au romarin et cette légère note d'agrumes de la bougie que Sophie allumait toujours dès qu'elle recevait. J'avais apporté un clafoutis aux pêches, acheté dans une boulangerie de la rue des Martyrs, encore tiède sous son papier aluminium, mais il restait là, délaissé au bout du comptoir, pendant que Sophie menait la danse à table. Elle portait une blouse en soie couleur champagne et expliquait avec assurance comment une marque pour laquelle elle travaillait venait de conclure un contrat à 6 chiffres. Étienne, mon fils, était affalé sur sa chaise, rayonnant, comme s'il avait lui-même négocié l'accord. Leurs amis et quelques collègues de Sophie opinaient du chef, visiblement impressionnés. Je pliai ma serviette sur mes genoux, en écoutant, me rappelant que c'était son anniversaire et que la soirée était faite pour célébrer. Soudain, Étienne a gloussé, secouant la tête avec cette sorte de fierté que, par le passé, il réservait à ses bons résultats scolaires. « Tu ne seras jamais aussi brillante que ma femme », a-t-il lancé, sa voix dominant toute la tablée. Des rires ont éclaté, le rire aigu et triomphant de Sophie, les rires polis de ceux qui souhaitaient rester dans sa lumière. L'air a semblé quitter mes poumons, bien que je sois resté impassible. J'ai regardé Étienne, ce garçon que j'avais bercé pour qu'il s'endorme dans un petit appartement d'une pièce, après mes longues journées de travail à l'école primaire. Il ne m'a même pas regardé. Il était trop occupé à se baigner dans ce moment, le héros dans l'histoire de sa femme. J'ai baissé les yeux vers la nappe, suivant du regard le motif de feuilles de vigne brodées sur le bord, tentant d'avaler cette amertume qui me brûlait la gorge. Ce mot pesait lourd dans ma poitrine, une charge que les sourires polis ne parviennent pas à alléger. Sur le chemin du retour, dans ma petite citadine, j'ai pensé à une autre table, à un autre moment, des années plus tôt, où tout avait basculé. La piqûre des mots d'Étienne m'a ramené à mes 30 ans, dans cette cuisine où je tenais le téléphone contre mon oreille, écoutant le directeur de l'usine bafouiller les mots qui faisaient de moi une veuve. Étienne avait 6 ans, trop jeune pour comprendre pourquoi les bottes de son père restaient près de la porte sans plus jamais bouger. Je me souviens de la petitesse de sa main dans la mienne le jour où nous sommes entrés à l'école, où j'ai supplié le directeur de me donner toutes les heures de ménage qu'il pouvait m'offrir. Dès l'automne, je surveillais la cantine le matin, je classais les dossiers l'après-midi et je rangeais les livres à la bibliothèque le soir. La nuit, quand Étienne dormait, je bouclais les comptes sur la table de la cuisine, entourant les chiffres avec un crayon qui me laissait des traces grises sur les doigts. Nous vivions avec des manteaux de seconde main, des courses en solde et des étés sans climatisation. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, quand il a obtenu son bac, il y avait assez d'argent de côté pour l'envoyer à Sciences Po. Je le vois encore le jour de son emménagement, souriant à côté d'une pile de cartons, toute sa vie devant lui. Je me disais que cet épuisement en valait la peine. Quand, quelques années plus tard, il a voulu un appartement dans le 15e, j'ai sorti 5 000 € de l'enveloppe que j'avais mise de côté pour refaire la toiture et je les lui ai donnés. Il a promis de me rembourser, mais les promesses s'évaporent vite dans les vies bien remplies. Je n'ai jamais réclamé. Je voulais juste qu'il soit stable, en sécurité. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la rapidité avec laquelle une mère devient invisible dès qu'une autre femme commence à briller dans son monde. Quand Sophie est entrée dans la vie d'Étienne, j'étais déjà habitué à rester au second plan. Au début, je l'ai accueillie à bras ouverts. Elle était brillante, charmante, et parlait avec la confiance de ceux qui croient que le monde leur appartient. Étienne s'illuminait en sa présence, et je me disais que peut-être cette lumière rejaillirait sur le reste de notre famille. Mais les histoires ont vite circulé. Lors des repas de famille ou des dîners avec des cousins à Lyon, on parlait de Sophie comme d'une bénédiction. Elle était ambitieuse, élégante, le genre de femme que l'on montre en exemple. En ligne, elle prônait la discipline et l'indépendance, se présentant comme une self-made woman ayant tout construit seule. Les commentaires l'encensaient, et Étienne rayonnait. Ce que personne ne voyait, c'étaient les sacs de courses que je montais jusqu'à leur appartement quand leur frigo était vide après l'un des grands projets de Sophie. Ils ne voyaient pas les samedis où je gardais leurs enfants pour qu'elles puissent aller à des événements de réseautage, ni les virements discrets que je faisais quand Étienne m'avouait qu'une facture avait traîné. Aucun de ces détails ne figurait sur ces réseaux sociaux soignés. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que les mères sont là pour combler les vides. Mais chaque fois que Sophie postait une photo d'elle avec le bras d'Étienne autour de sa taille, avec une légende sur l'indépendance et la réussite, une douleur sourde grandissait en moi. Je n'étais pas jalouse de son succès. J'étais invisible dans son ombre. Pourtant, je continuais à venir avec des courses, à m'occuper des enfants, à offrir mon soutien silencieux, en croyant qu'un jour, Étienne remarquerait qui tenait les coutures de sa vie. Au lieu de cela,
la distance n'a fait que se creuser, et bientôt, mon silence a commencé à ressembler à une complicité. Une nuit, peu après ce dîner d'anniversaire, je me suis assise à ma table avec mes relevés bancaires. Ce qui avait commencé comme une tentative de me rassurer est devenu un livre de compte couvrant 12 années. Il y avait les 220 € virés pour leur électricité la première année, les 600 € pour les réparations de la voiture de Sophie, les 480 € pour les pneus neufs. Des mensualités de crédit que je réglais discrètement quand Étienne disait qu'un paiement client tardait. Les courses, l'essence, les gardes d'enfants en urgence. Rien de tout cela n'était enregistré, sauf dans les marges de ma propre vie. Quand j'ai fait le total, la somme atteignait presque 42 000 €. J'ai fixé ce chiffre comme s'il appartenait au compte de quelqu'un d'autre. 42 000 €. C'était la rénovation de ma cuisine que j'avais repoussée 3 fois. C'était la réparation du toit. C'était le voyage en Bretagne que je m'étais promis, mis de côté année après année parce que les besoins des autres criaient plus fort. Mais le chiffre ne racontait que la moitié de l'histoire. Ce qu'on ne pouvait pas chiffrer, c'était les samedis perdus, les après-midi à conduire Étienne au garage, les soirées à garder les enfants pendant qu'ils postaient des photos de soirées où je n'étais jamais invité. Ces heures n'existaient que dans ma mémoire, une monnaie silencieuse qui m'avait laissé plus épuisé que n'importe quel virement. J'ai fermé le dossier. Cela ressemblait moins à une preuve qu'à un journal intime. 12 ans de dons sans reconnaissance. Je ne le savais pas encore, mais ce dossier allait bientôt sortir de mon tiroir pour entrer dans la lumière de leur salle à manger. Le restaurant du quartier brillait doucement lorsque j'y suis entré avec un paquet emballé. À l'intérieur se trouvait une courte pointe que j'avais cousue pendant des mois, dans des tons de bleu et d'argent évoquant les vagues de l'océan. Je l'avais choisi parce que Sophie avait dit vouloir quelque chose pour recouvrir le lit de la chambre d'amis. La table était déjà animée. Sophie était penchée vers Étienne, son poignet attrapant la lumière. Un bracelet en argent étincelait. Étienne m'a fait la surprise, disait-elle assez fort pour que tout le monde entende. Elle a déposé un baiser sur sa joue, et la table a explosé en exclamations admiratives. J'ai gardé un sourire figé, tout en sachant exactement d'où provenait une partie de cette surprise. 2 semaines plus tôt, Étienne m'avait appelé pour demander de l'aide pour une dépense imprévue. Maintenant, je voyais la réponse briller au bras de Sophie. Au moment des cadeaux, mon paquet a été rapidement écarté. Sophie a déchiré le papier de soie, a jeté un regard distrait sur la courte pointe, et a murmuré un merci poli avant de la mettre de côté. La conversation a repris sur le bracelet, comme si mes heures de travail n'étaient que du bruit de fond. Et puis, Étienne a gloussé, le même son que lors du précédent dîner, répétant comme une réplique apprise, « Tu ne seras jamais aussi brillante que ma femme ». La table a ri avec lui. Sophie, surtout. J'ai senti l'air se raréfier, le poids des années m'écraser, et à cet instant, j'ai su que quelque chose en moi avait basculé, quelque chose qui ne se laisserait plus réduire au silence. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur, accédé à mes comptes bancaires et commencé à imprimer mes relevés. Des transferts intitulés factures, crédits, courses, s'empilaient en une pile ordonnée. J'ai ressorti des reçus, des notes griffonnées, même des SMS où Étienne demandait, juste cette fois, « Tu peux me dépanner ?» Vers midi, j'avais un classeur rempli de preuves, une chronique silencieuse de 12 ans écrite en chiffres. Au début, j'ai cru que cet acte allait me briser, mais il m'a stabilisé. Pour la première fois, je voyais ma vie en noir et blanc. Ce n'était pas de la mesquinerie. C'était la vérité. J'ai ouvert mon application bancaire, non pas pour envoyer, mais pour arrêter. 2 virements automatiques ont été annulés d'un simple clic. Un calme étrange m'a envahi. Plus lourd que le soulagement, plus tranchant que la peur. J'ai placé les papiers dans un classeur simple acheté en supermarché. Je l'ai posé sur le comptoir, comme une promesse prête à être prononcée. Ce dimanche-là, j'ai dressé la table comme je l'avais fait 100 fois. Poulet rôti, haricots verts, purée. Tout semblait normal, mais le classeur attendait sous le buffet. Étienne et Sophie sont arrivés en retard. Ils se sont installés, confiants que le rythme ne changerait jamais. Je les nourrirais, je les écouterais, et avant la fin, une demande discrète glisserait dans la conversation. Bien sûr, au milieu du repas, Étienne a jeté un regard à Sophie. On a parlé budget. C'est serré en ce moment. Tu pourrais nous aider à combler le manque ce mois-ci ? J'ai essuyé mes mains sur ma serviette,
je me suis levé et j'ai posé le classeur entre les plats. Sa masse était plus sonore que n'importe quel mot. Avant de parler de ce mois-ci, avons-nous dit, nous devons parler des 12 dernières années. Étienne a froncé les sourcils. Sophie a penché la tête, amusée, jusqu'à ce que j'ouvre le classeur. Des pages de virements, de reçus, de notes surlignées s'étalaient devant eux. « C'est quoi, ça » a demandé Étienne. « La preuve » ai-je répondu. « Facture, réparation, crédit, course, tout ce sur quoi vous vous êtes appuyé depuis que tu as quitté la maison. » Sophie a ri, un rire sec et tranchant. « C'est ridicule. La famille, ça s'entraide. Tu fais passer ça pour une facture. » Étienne s'est adossé à sa chaise. « Maman, on n'a jamais rien demandé de tout ça. Tu voulais aider. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, vous avez demandé encore et j'ai donné jusqu'à m'en vider. » Son visage s'est tendu. « Alors quoi? Tu veux que je te remercie? Que j'admette que Sophie n'est pas aussi capable que toi? » Les mots m'ont piqué, mais ma voix est restée ferme. « Tu as dit que je ne serais jamais aussi brillante que ta femme. » Très bien, alors demande-lui de tout gérer, car j'en ai fini de ramasser les morceaux. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Sophie a disparu. Étienne est devenu pâle. Pour une fois, pas de blague facile, pas d'épaule haussée pour effacer ce qui venait d'être exposé. J'ai fermé le classeur, je l'ai repoussé sur la table, et j'ai senti le silence se poser différemment, non plus comme un poids, mais comme un espace enfin libéré. À mesure que les jours passaient, j'ai réalisé à quel point mes journées étaient différentes lorsqu'elles n'étaient plus articulées autour des urgences des autres. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque. J'ai recommencé à aller aux apéritifs de quartier. Les gens me parlaient de moi, pas d'Étienne ou de Sophie. J'ai fait réparer la rambarde de mon balcon qui vacillait depuis 10 ans. En regardant l'artisan poser le nouveau poteau, droit et solide, j'ai senti que la maison et moi, nous retrouvions notre équilibre. Près de 4 mois plus tard, Étienne est venu à Greenville. Il s'est garé dans l'allée, seul. Il est entré, et pour la première fois, il ressemblait moins à cet homme confiant qu'il projetait, et plus au garçon que je me souvenais avoir envoyé à l'université. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Il n'a pas cherché à manger. Il a regardé le classeur sur le comptoir. Je l'ai lu, a-t-il dit doucement. Chaque page. Je ne peux pas dire que je ne savais pas que tu aidais, mais je ne réalisais pas à quel point. Ou peut-être que je ne voulais pas le réaliser. J'ai écouté, mes mains croisées sur mes genoux. Sophie dit que tu cherches à nous séparer, a-t-il poursuivi. Mais quand j'ai vu ces chiffres, je n'ai rien pu dire. Tu nous as portés. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu n'as pas besoin de réparer, ai-je répondu. Tu as besoin de comprendre que ça ne peut pas continuer. Je suis ta mère, pas ta banque. Si tu veux que je fasse partie de ta vie, ce doit être pour l'amour, pas pour ce que je couvre. Il a hoché la tête, puis s'est levé. Sur le pas de la porte, il a hésité, comme s'il voulait en dire plus, mais rien n'est venu. Il est sorti dans la lumière déclinante, incertain, me laissant dans le calme qu'il ne pouvait briser. Je me suis levé, j'ai rangé le classeur dans le tiroir. Ce n'était ni un trophée, ni une vengeance. C'était une trace, et c'était terminé. Pour la première fois, la limite que j'avais tracée s'est mise en place, non pas comme une colère, mais comme une dignité. Et alors que l'air du soir rafraîchissait la maison par la fenêtre ouverte, j'ai su que j'avais enfin choisi un avenir qui m'appartenait.